Alors, j'en viens à votre voisin. Monsieur Bornhauser, dans 2 articles publiés sur le blog de votre cabinet, vous soutenez que la taxe holding, dans sa version initialement proposée par le gouvernement et dans celle finalement adoptée en LFI pour 2026, soulève des difficultés tant au regard de la Constitution que du droit de l'Union européenne. Alors, pouvez-vous nous décrire les raisons qui vous conduisent à remettre en cause la constitutionnalité et la conventionnalité de cette taxe, notamment à la lumière du dispositif finalement adopté en LFI pour 2026? Et après, je demanderai à Mme Ramec-Seguin de nous donner son sentiment sur d'éventuels contentieux. Oui, monsieur le rapporteur. Alors, je vais vous parler d'abord de la taxe dans sa version actuelle. Alors, vous savez que le législateur a organisé une taxation différente selon que l'on parle d'une holding française ou d'une holding étrangère. Donc, commençons par les points qui me semblent critiquables au regard de notre Constitution sur les holdings françaises. Moi, j'ai identifié 2 sujets. Le premier, c'est le taux de la taxe. Ce taux de 20% pourrait être considéré comme confiscatoire lorsqu'il s'applique sur des actifs ayant un rendement très inférieur, comme par exemple l'immobilier. Je vous rappelle que cette taxe s'applique sur des immeubles qui ne sont pas mis en location ou à des conditions différentes, inférieures au marché, et qui sont utilisés par les dirigeants. Prendre 20% de la valeur de l'immeuble, c'est juste délirant, excusez-moi. Et je ne suis pas sûr que le fameux article 13 de la Déclaration des droits de l'homme sur les capacités contributives, le Conseil constitutionnel ne mettrait pas le haut là. Ça, c'est le premier point qui me choque. Le deuxième point, c'est le traitement des métaux précieux. Puisque la loi traite différemment l'or, l'argent physique versus l'or, l'argent papier. Vous avez de l'or papier, c'est un placement financier, c'est pourtant indexé sur le cours de l'or, mais ce n'est pas dans le champ de la taxe. Vous avez de l'or physique parce que vous n'avez pas confiance dans l'or papier, et paf, c'est 20%. Je pense que là aussi, il y a un problème de discrimination. Ça, c'est sur la version holding française. Maintenant, si on parle des holdings étrangères, alors là, le problème, à mon avis, c'est justement la différence de traitement que va subir l'actionnaire versus qui détient une holding à l'étranger versus celui qui détient une holding en France. Puisque dans la holding en France, c'est la holding qui paye la taxe. C'est finalement assez peu douloureux pour l'actionnaire, puisque la holding va payer la taxe avec son propre revenu, sur lequel elle aura été imposée, mais qui ne lui aura pas été distribué. Alors que pour l'actionnaire d'une holding étrangère, eh bien, il va devoir payer la taxe à titre personnel. Et pour payer cette taxe à titre personnel, il va falloir qu'il retire des disponibilités qui, elles, vont supporter l'impôt. Un impôt qui, si on parle de dividendes distribués par la holding, aujourd'hui, il est de 38,6%. CDHR plus nouveau taux des prélèvements sociaux, Le détail qui me tue. Si t'as de l'or papier via un produit financier, t'es tranquille, zéro taxe. Mais si t'as la même valeur en pièces d'or physique chez toi, parce que t'as pas confiance, paf, 20%. Genre on punit littéralement ceux qui font pas confiance au système. Et l'avocat a raison, c'est juste discriminatoire. Ça tiendra pas devant le Conseil constitutionnel. C'est typique des lois écrites à la va-vite. On attrape n'importe quoi sans réfléchir, et après on s'étonne que ça parte en cacahuète. Pardon ? Oui, donc ça nous fait 20% plus 18,6, ça fait 38,6%, alors que l'autre ne paiera rien. Et donc là, pour moi, on va traiter, certes, des situations différentes, ce qui est autorisé par le Conseil constitutionnel, mais dans de telles proportions, simplement parce que la holding est située dans un autre pays que la France. Et là, nous retrouvons une problématique de droit européen. Si la holding est située dans un État tiers, là, je pense que malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose, puisque la liberté en cause est pour moi la liberté d'établissement et pas la liberté de circulation des capitaux, encore que ça puisse être débattu, mais comme la holding, ça s'applique à une majorité, je pense que c'est la liberté d'établissement qui est en jeu. Et si la holding est dans un cadre européen, par exemple une holding au Luxembourg, je pense que cette différence de traitement n'est pas conforme aux libertés communautaires.
Voilà ce que je peux vous dire sur cette taxe sur les holdings. Malheureusement, Monsieur le Président, les échos que j'ai, c'est que la DLF ne va pas commenter cette taxe. Et donc, nous n'allons pas pouvoir faire de contentieux, je dirais, d'attaque en faisant un recours pour excès de pouvoir, par exemple, contre l'instruction qui commenterait la taxe pour invoquer une QPC ou demander de poser une question préjudicielle. Donc, on aura la réponse à ces passionnantes questions, à laquelle d'ailleurs ma consoeur Claire Ramex va peut-être nous dire aussi un mot, malheureusement dans quelques années. Alors la bonne nouvelle, c'est que moi je n'ai aucun client qui ne soit concerné par cette taxe. Aucun. Ce qui m'aurait intéressé, vous étiez critique également sur la version initiale de ce texte. Pour les mêmes raisons, sur la différence entre la version, entre les holdings étrangères et les holdings françaises. Pour moi, c'était le point. On est d'accord, mais sur la version, restons sur la holding française uniquement avec... Alors, l'argument a déjà été évoqué par Pierre Dedieu, c'est le taux de rendement, 2%. Sur les actifs sans risque aujourd'hui, bon, c'est vrai que les taux ont beaucoup augmenté, mais le 10 ans français est à 3,70. Vous enlevez l'impôt sur les sociétés, vous payez 2%, il ne vous reste plus rien. Et vous avez bien compris que l'esprit du législateur, c'était inciter les gens à distribuer. S'ils ont l'utilité, et ce que vous évoquiez, Maître Dedieu, sur l'investissement, ils n'étaient pas concernés. Je serais investi dans une entreprise, je n'étais pas concerné. Tel qu'était écrit le texte au départ, alors peut-être qu'il y avait une durée de remontée, mais je trouve que de balayer d'un revers de la main, le but du législateur, c'était de dire, et du gouvernement à l'époque, c'était de dire, on a beaucoup de dividendes qui sont encapsulés dans des holdings, qui sont utiles pour le développement des opérations de LMBO, de croissance externe et autres, et de réinvestissement, il n'y a pas de sujet, même dans le cas d'apport-cession qui a été modifié, mais l'intérêt quand même, c'était de dire cet argent qui est placé, qui fait dans des fonds et autres, et qui en quelque sorte, entre guillemets, je fais attention à ce que je dis, n'est pas improductif, mais a tendance à dormir dans ces sociétés, inciter à distribuer. Puisque nous avons connu, et je pense que vous l'avez connu aussi, mais moi, j'ai connu l'époque où on avait des réserves précomptables. On rajeunissait les réserves. On distribuait les réserves. C'est que le problème, c'est qu'on a mis en place une flat tax et cet argent ne circule pas. S'il est investi, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous donne l'esprit politique du choix de dire on incite à créer un frottement fiscal pour que l'argent circule. Voilà, c'est... Non mais t'as entendu la phrase tueur de l'avocat ? Il dit tranquillement, en plein milieu de l'audition à l'Assemblée, la bonne nouvelle, c'est que j'ai aucun client concerné par cette taxe. Aucun. Mec, t'es face aux députés qui ont voté le truc et tu leur dis en face que t'as 0 client touché. Ça veut tout dire sur la portée réelle de la loi. En plus, il explique que si t'as une holding en France, tu payes presque 40%. Et au Luxembourg, t'as 0. Donc niveau droit européen, ça va pas tenir 5 minutes. Et le président qui essaye de défendre l'esprit du législateur. Genre, on voulait juste faire circuler l'argent. Frérot, ton intention c'est mignon, mais quand t'écris ta loi avec les pieds, tu te retrouves avec une taxe qui touche personne et qui sera retoquée. C'est gênant. Vous savez, cet argent, il est temporairement non investi. Mais un taux de placement à 3%, ça n'intéresse pas nos clients. Ils cherchent à investir à des meilleurs taux de rentabilité. Après, il y a des règles de gestion que je ne connais pas. Moi, je suis fiscaliste, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais il paraît qu'il y a des grands équilibres à respecter. Il y a une partie qu'on peut mettre dans des trucs très risqués, d'autres parties qu'on doit mettre dans des trucs très défensifs, etc., etc. Et dans le cadre d'une bonne gestion diversifiée, parce qu'une bonne gestion est diversifiée, on se trouve avec une poche qui, étant mise dans des produits défensifs, donc qui ne rapportent rien, vous, législateurs, vous voulez m'obliger à la distribuer. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Si je puis me permettre, de toute façon, on va vers la disparition de l'assiette avec le taux qui a été choisi. On avait parlé de l'immobilier, enfin des personnes qui avaient mis dans leur holding familial leur appartement, leur résidence principale, secondaire, etc. C'est pas très compliqué de s'en débarrasser et de la refiler à un tiers. Et donc je pense que l'assiette disparaîtra. D'ailleurs, la prévision de recettes était de 100 millions, je crois. Enfin, tout ça,
Ben, je Sur partage. La nouvelle formule. Oui, la nouvelle formule, je parle de nouvelle formule. Ça donnera rien du tout. Moi, personnellement, en tant que praticien, la nouvelle version me va très bien, soyons clairs. Elle me va très bien, elle ne fait pas de mal à mes clients, elle vous a permis de voter le budget sans être censuré. Donc pour moi, c'est gagnant-gagnant. Et en plus, mes clients, les rares clients qui peuvent être concernés, parce que du coup, j'ai quand même des gens qui viennent me voir, qui n'étaient pas mes clients, me dire, on a une holding qui a un actif, machin, ça m'apporte de nouveaux clients, et j'ai jusqu'à la fin de l'année pour traiter le sujet. Donc c'est vraiment une très très belle opération, cette taxe sur les holdings. Mais lui, il est génial, il assume carrément. Il dit en gros, cette taxe, elle est nulle, elle va rien rapporter, mes clients vont pas en souffrir, et en plus, elle me ramène plein de nouveaux clients qui ont peur et qui veulent réorganiser leur holding avant la fin de l'année. T'imagines ? Une taxe censée taper les riches, et en pratique, c'est un appel d'air business pour les fiscalistes. Et le président de la commission, dans la foulée, admet lui-même que la base va disparaître, qu'on attendait 100 millions de recettes et qu'on aura 0. Donc tout le monde autour de la table sait que c'est du flan, et ils en parlent comme on commente la météo. Voilà, c'est ça la France. Une loi qui sert à rien, sauf à enrichir ce qu'elle est censée embêter. Pardon, une petite remarque, oui, elle a complètement évolué cette taxe et je pense qu'effectivement elle ne rapportera pas beaucoup. Après, c'est pas pour ça qu'il faut s'en plaindre, elle va quand même avoir un effet bénéfique, c'est qu'elle va nettoyer de choses qui sont telles qu'elle a été votée, des anormalités. En réalité, si vous avez encapsulé dans une holding un bien qui est une résidence principale ou qui est utilisé par l'actionnaire sans loyer, pour moi, il y avait déjà d'autres moyens, je les ai évoqués tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'acte anormal de gestion, les revenus réputés distribués. Bon, et ben là, ça fait une censure, enfin un risque de plus. Et donc, comme le dit Marc, les bilans vont être nettoyés, mais tant mieux, quelque part, vous aurez aussi atteint cet objectif-là, qui n'était pas l'objectif de départ. C'est-à-dire que on a basculé vers un autre objectif qui est sain, mais c'était pas celui de départ. C'est pas de taxer les revenus réalisés qui restent encapsulés dans la holding et qui ne sont pas distribués et qui du coup ne subissent pas l'impôt. Alors si on est sur la taxe telle qu'elle a été votée, mon confrère a déjà dit l'essentiel. Le point, à mon avis, le plus manifeste et qui posera clairement difficulté, c'est la rupture d'égalité qui va poser entre l'actionnaire. Enfin, en fait, vous ne pouvez pas, sur le même mécanisme, dans un cas, taxer la société, dans l'autre, taxer l'actionnaire. Vous allez avoir, à mon avis, clairement une problématique constitutionnelle. J'ai retrouvé une décision du Conseil constitutionnel qui m'a fait penser à ça de 2013. Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est sur les droits de diffusion des compétitions sportives, mais le Conseil juge ainsi: le seul fait que la personne établie à l'étranger aurait été redevable d'une imposition si elle avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un autre redevable de cette même imposition. On est exactement dans ce schéma, c'est sous prétexte que je ne vais pas pouvoir attraper la bonne personne dans la configuration de la société étrangère, je change de redevable. Vous avez une rupture d'égalité, donc ça me paraît difficilement possible, et ça posera un problème également en droit de l'Union, évidemment, si la société est dans le droit de l'Union européenne. Vous allez traiter différemment et ça va porter atteinte à la liberté d'établissement. Donc ça, je pense que ça pose des difficultés. Après, effectivement, le contentieux, malheureusement, ne va pas être très rapide si on ne peut pas faire un recours pour excès de pouvoir contre le BOFIP, si on n'a pas de BOFIP. Ça prendra le temps que ça prendra, et peut-être que cette taxe, elle aura finalement, encore une fois, atteint ses effets bénéfiques en nettoyant les bilans et en générant peu de contentieux, ce que je lui souhaite, même si ça m'amuserait évidemment de la faire tomber. Si on veut dire deux mots de ce que vous envisagiez, Monsieur le Président, quand il s'agissait de vouloir taxer les revenus réputés distribués au sein de la holding, mais sans qu'ils soient distribués, l'obstacle un peu Pardon ? Oui. Voilà, on y reviendra peut-être, mais l'obstacle constitutionnel par rapport à ça, il est qu'il y a des décisions très, très claires du Conseil constitutionnel sur le fait que le revenu, pour taxer un revenu, il faut qu'il soit disponible. On retrouve cette conception de faculté contributive. Si le revenu il est seulement latent, hypothétique, pas encore réalisé, vous ne pouvez pas le taxer. Et ça, il y a énormément de jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point. Attends, écoute ça. En gros, la taxe, elle va rien rapporter. Tout le monde le sait. Même l'avocat le dit.
Mais le truc rigolo, c'est qu'il s'en fout. Parce que selon lui, elle aura quand même servi à un truc. Faire flipper les mecs qui avaient planqué leur résidence principale dans une holding pour pas payer. Ouais, t'as bien entendu. Des gens mettent leur propre maison dans une société pour passer entre les gouttes. C'est ça la France fiscale. C'est plein de petites combines de garage. Donc au final, la loi rate son objectif officiel, mais nettoie un peu le bordel sur le côté. Et le mec rigole presque en disant « Oh, perso, je voulais quand même la faire tomber, ça m'aurait amusé. » Voilà, t'as toute la culture fiscale française dans une phrase. On fait des lois pour le buzz et les avocats s'amusent à les démolir après.